C'est un grand plaisir pour moi et un immense honneur d'intervenir aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Et je remercie vivement et chaleureusement mes maîtres et professeurs, ainsi que l'association marocaine de pathologie infectieuse et d'immunologie clinique pour l'organisation de cette journée scientifique visant et dont l'objectif est de sensibiliser autour d'une thématique qui est très intéressante, autour du VIH. Et la partie qui m'a été confiée porte également sur la prévention contre le VIH, mais cette fois-ci, c'est la prophylaxie post-exposition. Donc, la prophylaxie ou la prévention post-exposition au VIH constitue un pilier fondamental de la prévention secondaire de l'infection par le VIH. Donc, elle représente une stratégie thérapeutique d'urgence visant à réduire d'une façon très significative, d'une façon très considérable, le risque de transmission virale après une exposition potentiellement contaminante. Le principe essentiel de la prophylaxie post-exposition réside dans la précocité de l'instauration d'une trithérapie antirétrovirale efficace, donc idéalement dans les 4 heures suivant l'exposition potentiellement contaminante ou au plus tard dans les 48 à 72 heures suivant cette exposition, dans le but d'empêcher l'installation de l'infection qui fait suite à l'intégration du génome viral dans le génome de la cellule hôte et l'établissement par la suite de réservoirs viraux au niveau corporel. La problématique d'exposition concerne aussi bien le milieu professionnel que le contexte communautaire. Sur le plan professionnel, ça intéresse essentiellement le personnel soignant. Il y a également le personnel chargé du nettoyage ou du ménage, du transport des déchets médicaux, ainsi que les agents de sécurité. Sur le plan non professionnel, il s'agit essentiellement de l'exposition sexuelle ou l'usage de matériel d'injection partagé. Pour l'exposition professionnelle, communément appelée accident d'exposition au sang, elle est définie comme tout contact accidentel avec du sang ou avec un liquide biologique contenant du sang, et ceci à travers une effraction cutanée par piqûre d'aiguille ou une coupure par un objet tranchant. Il y a également les projections sur les muqueuses, notamment la muqueuse oculaire et buccale, et il y a également les contacts avec toute peau lésée, que ce soit suite à une dermatose comme l'eczéma ou une plaie encore fraîche, non encore cicatrisée. Les expositions non professionnelles concerne l'exposition sexuelle, que ce soit par des relations consensuelles non protégées ou même protégées, mais avec une rupture de préservatif au cours de l'acte sexuel. Il y a également les relations non consensuelles, et c'est le cas malheureusement des viols et des agressions sexuelles. Et en dernier, on a l'exposition sanguine non professionnelle qui est due au partage de seringues chez les usagers de drogues intraveineuses. Le sang, le sperme et les sécrétions vaginales constituent les principaux liquides biologiques hautement contaminants pour le VIH. Donc, contrairement au virus de l'hépatite B, qui est fortement contaminant et très résistant dans le milieu externe, le VIH, quant à lui, est un virus très fragile dans le milieu externe, et la transmission nécessite vraiment un contact direct et prolongé entre le liquide contaminant et la muqueuse ou la peau lésée, avec un risque de séroconversion après exposition
percutanée de l'ordre de 0,3%, contrairement à l'hépatite B avec un risque de 30% et l'HVC avec un risque de séroconversion de 3%. Pourquoi la prophylaxie post-exposition s'impose? Donc, cela est pleinement justifié étant donné le contexte et la situation épidémiologique. Dans une étude marocaine sur les accidents d'exposition au sang chez les personnels soignants menée en 2014, 64% des victimes se déclarent être victimes d'au moins un AES au cours de leur carrière. 96% étaient en rapport avec une manipulation de matériel souillé et malheureusement la séroconversion du VIH est survenue chez 17% de cet échantillon d'études. Sur le plan sexuel, donc deux grandes études étaient menées au Maroc sur la violence sexuelle, que ce soit à l'encontre des femmes ou à l'encontre des enfants. Et donc, les résultats étaient également alarmants. Par exemple, sur un échantillon de 24 522 cas de violence sur des mineurs, il y avait 26% de violences sexuelles. Devant tout accident d'exposition au sang, il faut procéder à certaines mesures locales immédiates dans les premières 5 minutes suivant l'exposition. Donc, ça consiste, en cas de piqûre ou de blessure cutanée, à interrompre immédiatement le geste en cours et de se faire remplacer par une autre personne. Il faut éviter les manœuvres de saignée et il faut opter par un lavage soigneux de la plaie avec l'eau courante et au savon, avec par la suite une désinfection rigoureuse par une solution antiseptique adaptée. En cas de projection sur une muqueuse, il faut rincer immédiatement, généreusement et d'une façon très prolongée. Donc, il y a au moins 5 minutes avec soit de l'eau ou au sérum physiologique. Il faut également éviter l'usage de toute solution caustique ou irritante comme l'eau de javel et l'alcool. Et en cas d'usage de lentilles de contact, il faut impérativement les enlever et les rincer. Donc, et si besoin, donc, on peut toujours prendre l'avis ou consulter donc l'ophtalmologue traitant ou l'ophtalmologue de garde. Après les premiers soins, il faut consulter également en urgence, ça veut dire dans les premières 4 heures après l'exposition potentiellement contaminante, soit l'infectiologue ou le médecin référent qui est donc selon la disponibilité dans la structure sanitaire ou hospitalière en cause. L'évaluation constitue une étape fondamentale de la prise en charge d'une personne exposée. Au cours de cette évolution, il convient de poser de nombreuses questions auxquelles il faut apporter des éléments de réponse. La toute première question qui doit se poser, est-ce que l'exposition a eu lieu au cours de ces dernières 72 heures? Pourquoi? Tout simplement parce qu'au-delà de ce délai, donc, la PPE n'a pas d'intérêt et elle n'est plus recommandée. La deuxième question, est-ce que la personne exposée est séronégative au VIH? Donc, comment on va le savoir? Il faut tout simplement évaluer le statut sérologique de cette personne exposée, car la PPE est destinée uniquement aux personnes séronégatives. Donc, c'est également l'occasion et l'opportunité de faire le dépistage d'une infection VIH jusque-là méconnue chez le professionnel de santé. Et c'est pourquoi il y a certains examens sérologiques dans la sérologie à VIH qui doivent être demandés et pratiqués le plus tôt possible, idéalement avant le 8e jour d'exposition. La troisième question est, est-ce que la personne source est-elle séronégative ou séropositive au VIH?
Comment on va le savoir? C'est par l'évaluation de son statut sérologique, mais bien évidemment après son consentement ou le consentement d'un parent très proche en cas de troubles psychiatriques, en cas de troubles de conscience ou chez les enfants ou les mineurs. Il faut vérifier les résultats récents des sérologies dans le dossier médical. Lorsque je dis récent, ça veut dire on a besoin de sérologie qui date de moins de 48 heures ou moins de 7 jours si le patient est hospitalisé. Sinon disponible, il faut faire de nouveaux prélèvements et j'insiste ici sur la demande de la charge virale VIH si le sujet source ou la personne source est déjà connue porteuse du virus VIH. La quatrième question, c'est s'agit-il d'une exposition à risque élevé? Il faut savoir que le risque est accru en cas d'accident d'exposition sexuelle avec piqûre profonde, avec aiguille creuse ou un dispositif intravasculaire. En cas d'exposition sexuelle, tout rapport vaginal, anal, que ce soit réceptif ou insertif, constitue un risque important de transmission et de même pour l'usage de drogues intraveineuses. Et pour récapituler, donc la PPE, la prophylaxie post-exposition, est recommandée devant toute exposition à risque élevé, chez ou dans la source où la personne source est séropositive au VIH ou ayant un statut inconnu sans possibilité de réaliser un dépistage sérologique urgent. Donc, passons au counseling qui constitue un pilier essentiel dans la prise en charge d'une personne exposée, éligible à la PPE, et ça consiste à expliquer clairement donc, les bienfaits attendus de la PPE, à informer sur les limites de cette PPE et insister donc, sur l'importance de l'observance thérapeutique, ce qui conditionne l'efficacité de cette trithérapie. Concernant l'efficacité de la PPE, généralement, on n'a aucune étude randomisée contrôlée, mais on se base généralement sur les études par observation ou les preuves indirectes, comme les études sur les primates non humains, comme les singes, ou la prévention de la transmission mère-enfant. Mais il faut savoir que les données bibliographiques disponibles actuellement suggèrent que l'efficacité dépasse les 80%. Cette protection dépend vraisemblablement de plusieurs facteurs, que ce soit le risque de transmission associé à l'exposition, que ce soit la précocité d'instauration de la prophylaxie, ainsi que l'observance thérapeutique de la personne victime, le nombre et le type d'antirétroviraux disponibles et utilisés, et éventuellement l'évitement d'exposition subséquente. Pour la prescription, de la trithérapie antirétrovirale prophylaxique, il faut toujours éliminer donc, une grossesse chez la victime femme ou adolescente, en général la femme en âge de procréation, parce qu'on va utiliser une molécule qui est contre-indiquée au cours des 8 premières semaines d'aménorrhée. Le protocole actuellement recommandé par le ministère de Santé, présent sur le guide de prise en charge des accidents d'exposition au sang et sexuel de 2023, consiste et repose sur une combinaison d'antirétroviraux associant 2 inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, associés à un troisième agent qui dépend surtout du centre de prise en charge. Au service des maladies infectieuses, CHU Ebrouche de Casablanca, qui est un grand centre référent de prise en charge, on opte généralement pour la combinaison dolutegravir, lamivudine et tenofovir à raison de 1 comprimé par jour à heure fixe, et cela pendant une durée totale de 28 jours. La PPE est généralement très bien tolérée par les patients
Et donc, les effets indésirables ou secondaires observés sont généralement tolérés, transitoires, et les effets indésirables graves, notamment d'ordre rénaux ou hépatique, sont exceptionnels vu que la PPE donc, est de durée très courte. Durant toute la période de suivi, certaines précautions sont à prendre, notamment la prescription d'un traitement symptomatique à base d'antiémétiques en cas de présence de nausées ou de vomissements. Il y a également la reprise donc du comprimé vomi dans l'heure qui suit la prise. Il faut aussi insister sur la nécessité et l'importance du respect des horaires de prise, ainsi que l'usage systématique de préservatifs en cas de rapport sexuel, la suspension de l'allaitement et aussi la proscription de tout don de sang, de sperme ou d'organes, et aussi le partage de matériel intime personnel. Comme tout suivi médical pour n'importe quelle pathologie ou prise médicamenteuse, on insiste où on évalue les trois, donc la triade classique, l'observance, la tolérance clinique et biologique, et aussi donc l'efficacité, tout en insistant bien sûr sur le soutien psychologique. Pour le suivi médical, pour l'efficacité plus précisément, on doit toujours avoir la hantise de dépister une séroconversion au VIH, et cliniquement, on va surveiller les signes cliniques de primo-infection qui sont malheureusement aspécifiques, comme la fièvre, les céphalées, les vomissements, les diarrhées, les adénopathies. Et il faut appuyer ça par la réalisation de sérologie VIH donc à S6 et S12 qui doivent être effectuées chez toute personne exposée. Si la personne source est séronégative avec une charge virale détectable ou inconnue, ou si la personne source est de statut inconnu pour le VIH. Ma présentation concerne essentiellement la PPE au VIH, mais j'ai glissé quand même donc deux diapositives concernant donc la conduite à tenir en cas d'exposition à l'HVB, qui dépend essentiellement de la présence ou de la positivité de l'antigène HBS, ainsi que le statut vaccinal de la personne exposée. De même pour l'HVC, pour lequel on n'a pas de vaccination, mais on a un traitement curatif qui est très efficace. Donc, la prévention de la transmission du VIH repose tout simplement sur l'implication des précautions préventives standards universelles, ainsi que le respect des recommandations en vigueur. Et pour terminer, grâce à la PPE, un risque majoré peut être ramené à zéro. Et merci.